Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors nous arrivons au 159e CITREP, nous sommes le 5 octobre. Euh, le bilan il n'est pas tellement moins important que celui de la semaine dernière, Ouais. excepté le fait que les dernières 24 heures ont été particulièrement sanglantes, hein, enfin en tout cas violentes. Ouais. On a rarement eu un nombre de violations aussi élevé, mais et Surtout puis le nombre de munitions, en fait, parce oui, qu'on... Là, en 24 heures, on a eu presque la moitié des munitions de la semaine écoulée, quoi. voilà. Je pense que c'est assez révélateur. En tout cas, du 28 septembre au 4 octobre 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 120 reprises, donc c'est un chouïa moins que la semaine passée. Hein. Je pense qu'il y a 4 de moins, un truc comme ça. La baisse, c'est pas terrible quand même. Hein. Non, pas vraiment. Durant lesquels elle a tiré 10 obus de chars d'assaut quand même. 2 obus d'artillerie de 122, 131 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là on est à moins que la semaine passée. Et puis si on rajoute toutes les munitions d'un calibre inférieur, on arrive à un total de 791 munitions, donc on est à moins que la semaine passée, mais c'est toujours pas transcendantal. Non. Et puis comme je le disais, il faut y rajouter donc les 28 violations et 352 munitions tirées par les forces armées ukrainiennes durant les dernières 24 heures, donc comme je le disais, on est à presque la moitié du score de la semaine durant les dernières 24 heures. Ouais, 28... faut Enfin, monter loin, hein. 352 munitions sur 791 pour la semaine. Ouais, c'est Voilà. violent, ouais. C'est violent, quoi, je veux dire. Et sur ce total de 352 munitions, on a 4 obus de chars d'assaut et 70 obus de mortier de 120 et 82 mm. Tout va bien. Bon, par contre, le bilan humain, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Puisque les tirs cette semaine ont tué 3 soldats de la RPD, en ont blessé 1, et on a eu 3 civils blessés aussi. Donc, je vais revenir dessus. Parce qu'on a eu un soldat mort et 2 civils blessés en 3 jours. Ouais. En gros, le week-end dernier et le début de semaine, quoi. On a eu 17 habitations ou infrastructures civiles endommagées cette semaine, plus 2 durant les dernières 24 heures. En plus, tout ce qui est transformateurs, lignes électriques, qui ont aussi été sévèrement touchés, entre autres dans le sud de la République et à Golmovski, donc au nord de Gorlovka. Et puis côté ukrainien, pendant que le quartier général des forces armées ukrainiennes admet publiquement 9 morts et 39 blessés pour la semaine, la réalité c'est qu'ils ont 14 morts et plus de 50 blessés. Et... dont 6 morts et 7 blessés en perte hors combat. On continue le jeu de massacre. Depuis le début de l'année, l'armée ukrainienne en est à 204 morts hors combat, dont 75 suicides. Oui. Quand même énorme, hein, un tiers de tes pertes hors combat, les mecs qui se butent eux-mêmes. Là, c'est quand même inquiétant. Hein. 45 liés à des accidents en état d'ébriété, 56 dû à des violations des règles de sécurité et roulage, marche sur leur propre mine, engins explosifs, pièges maison, etc. 16 liés à des accidents de la route et 12 liés à des meurtres entre soldats. Ah oui, du coup, ça peut expliquer le nombre élevé de suicides. Hein. C'est-à-dire que les gens, ces gens-là voient arriver inéluctablement la catastrophe et que soit ils vont sauter sur une mine parce que quelqu'un leur a poussé dessus ou un véhicule. On les aura envoyés dans un champ de mine pas répertorié vu qu'ils font jamais de carte, donc forcément. Hein, les Zabrodsky aussi. Les Zabrodsky, enfin bon, des conneries comme ça. Enfin, 204 morts hors combat depuis le début de l'année, quand même, là c'est effrayant. Ouais, je rappelle quand même qu'on est censé avoir une trêve, je dis bien on est censé avoir un cessez-le-feu, 204 morts hors combat. Ouais. Voilà. Vous rajoutez après ceux qui sont morts au combat, ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. Et puis ils ont aussi perdu 3 drones cette semaine, l'armée ukrainienne. Hein. Les soldats de la RPD ont abattu ces petits engins qui étaient en train de corriger les tirs d'artillerie de l'armée ukrainienne. Donc voilà. Et puis puisqu'on parle de drones, on continue cette semaine dans, on va dire, le foutage de gueule vis-à-vis de l'OSCE, puisque l'armée ukrainienne a continué de brouiller les signaux des drones de l'OSCE, de leur tirer dessus à l'arme légère pour les empêcher de voir les armes lourdes situées près de la ligne de front. On montrera une petite carte qui montre les endroits principaux. Comme par hasard, partout où ils ont brouillé les signaux, les services de renseignement de l'RPD ont détecté les armes lourdes. Oui. Soit près de la ligne de front, soit près des habitations et des infrastructures civiles.
Ça aussi, je rappelle, c'est interdit. Tant par les accords de Minsk que par la Convention de Genève. Ah oui, ça. Voilà, petit rappel. De nouveau, les observateurs de l'OSCE ont dû poser leurs drones pour ne pas les perdre, mais bon, ça gêne considérablement leur travail. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir des bilans de leur part en termes d'armes lourdes et de violations des accords de Minsk. Hein, puisque ça fait partie des nombreuses violations des accords signés par Kiev. Je vais revenir dessus un petit peu après, mais je rappelle que l'Ukraine avait signé le retrait des forces et des équipements sur 3 zones pilotes de la ligne de front. Oui. Et que Kiev continue de violer ce qu'ils ont approuvé, signé, comme d'habitude. On a entre autres 2 des zones de désengagement où la situation reste extrêmement instable. Entre autres à Petrovskoye, nos auditeurs s'en souviendront, on en a parlé la semaine dernière, en RPD. Donc l'OSCE a enregistré régulièrement des violations du cessez-le-feu qui viennent de la partie ukrainienne, ainsi que la présence d'équipements militaires des forces armées ukrainiennes dans la zone de désengagement et à 5 km à la ronde, entre autres des BTR, donc des véhicules de transport de troupes blindés. Oui. Sans parler des mines, dont on avait parlé la semaine dernière, et ils avaient l'air de trouver qu'il n'y en avait pas assez encore. Oui, parce qu'il y en avait plus d'une centaine, en 2 vagues, là, plus d'une centaine de mines quand même. Ouais. Et là, ils en ont rajouté 178. 178 mines anti-chars supplémentaires, des TM62 toujours, qui sont venus s'ajouter à celles qu'ils avaient déjà installées entre Bogdanovka et Viktorovka. Tout ça, c'est des éléments qui sont probants pour mesurer la volonté, en tout cas la mauvaise volonté des autorités kieviennes quant au respect des conventions de Genève, ça c'est sûr, et puis des accords de Minsk. Les accords de Minsk, non, mais c'est magnifique. Et puis il y a eu un autre endroit où ils en ont foutu, c'était pas une zone de désengagement, mais près de Chirokino dans le sud de la République aussi. Ils ont installé 24 mines anti-chars TM62 sur la route M14 et 13 autres sur la route entre Talakovka et Kominternovo, mettant en danger la vie des civils. Enfin, ils en ont rien à foutre de la vie des civils c'est net. Et c'est magnifique. Et puis en République populaire de Lugansk, c'est pas mieux, puisque dans la zone de désengagement de Stanitsa Luganskaya, non seulement il y a des bombardements menés par l'armée ukrainienne depuis leur position censée être abandonnée dans la zone de retrait, et puis après, en plus, ils accusent les RPL d'avoir bombardé. Oui, forcément. Et ça prend pas. Non, là, l'OSCE s'est pas fait avoir, donc voilà, tu vois un peu le truc. Donc je pense que ça c'est quand même très révélateur du gouffre entre les jolies paroles et la réalité. C'est ce que je vous ai dit, écoutez pas ce que les mecs vous disent, regardez ce qu'ils font. C'est beaucoup plus parlant. Ouais. Et puis comme je le disais, les tirs de l'armée ukrainienne contre le territoire de la RPD ont blessé 2 civils en 2 jours et tué 1 soldat durant le week-end passé. Comme on le voit, donc le sinistre bilan des bombardements des forces armées ukrainiennes contre la RPD continue de s'alourdir semaine après semaine, prouvant que les jolies paroles de Zelensky, c'est du pipeau. Le 29 septembre, alors qu'ils tiraient sur le village de Zaïtsevo à coups de mortier de 82 mm, de lance-grenades automatiques, de mitrailleuses lourdes et d'armes légères, et ils ont blessé, donc les soldats ukrainiens ont blessé un civil de 54 ans. Il a reçu des éclats dans le bras droit, il a été emmené à l'hôpital de Gorlovka pour y être soigné. Ils ont aussi endommagé un transformateur à Golmovski, laissant une partie des habitants de la localité sans électricité. Bon, la milice populaire de la RPD a répondu pour leur faire arrêter, parce que là, ça devenait vraiment trop. Mais il semble que ça n'a pas suffi à calmer les soldats ukrainiens. Ouais. Puisque dès le lendemain, le 30 septembre, à 6h35, ils ont ouvert le feu, cette fois sur le point de passage situé entre Mayorsk et Gorlovka. Oh, de mieux en mieux. Je rappelle, c'est des points de passage où passent les civils pour traverser la ligne de front. Et puis ça n'a pas loupé, leurs tirs de mitrailleuses lourdes et d'armes légères ont blessé un civil de 59 ans. Il a reçu une blessure à la tête et à l'œil droit, alors qu'il était dans sa voiture sur le point de passage. D'accord. Je vous montrerai une petite photo. Il a été pris en charge sur place et envoyé à l'hôpital de Gorlovka. C'est donc 2 civils en 2 jours. Ouais. Tout va bien. Et puis, c'est venu s'ajouter aux soldats de l'RPD qui a été tué samedi dernier à Kominternovo.
par les tirs des forces armées ukrainiennes. On montrera une petite photo de lui. Donc, il s'appelait Andrei. Son petit surnom, c'était le violoniste. Il est mort en défendant la République et les civils qui y habitent. Andrei, c'était quelqu'un qui venait d'Odessa. Voilà. Et il est venu dans le Donbass après le massacre de la maison des syndicats, où il a perdu plusieurs amis justement, et donc depuis lors il défendait le Donbass contre l'armée ukrainienne. Et alors pour ceux qui se demandent pourquoi je parle particulièrement de lui, parce que je connaissais un peu Andrei, parce que c'était le petit ami de ma collègue Katia, qui travaille pour Newsfront. Et donc j'avais eu l'occasion de rencontrer Andrei, de discuter un peu avec lui. Et donc, ça m'a fait vraiment un choc quand j'ai appris sa mort. Et je trouve que vraiment la liste des morts dans cette guerre, elle commence vraiment à devenir trop longue. Il est vraiment temps que ça s'arrête. Hein. Ce qui donne vraiment la mesure de la gravité de la situation sur le front, c'est que à plusieurs reprises, toi, tu as été quasiment voisin, hein, je dirais... en tant qu'ami, connaissance de plusieurs de ces victimes. Ah ça épargne personne, hein. Ça épargne absolument personne. C'est pas une personne, ça a été Irina, là c'est Andrei, certains des soldats avec qui j'avais dormi sur position il y a 2 ans en arrière, 2 ans et demi, à Zaïtsevo, il y en a déjà plusieurs qui sont morts. Entre autres de Tchorny, qui apparaît sur la vidéo du reportage et qui est mort un an plus tard. Bon, je veux dire, j'en ai un certain nombre, c'est des gens que je connais, quoi. Donc, ouais, c'est un peu, c'est des proches, quoi, tu vois. C'est des amis, c'est des connaissances, ou comme Irina, des gens qui sont comme ma deuxième maman ou de ma deuxième famille. Donc, voilà. Et puis si on regarde tout ce qui est accord de Minsk et compagnie, alors ça va être une partie un peu longue, je m'en excuse par avance, puisque cette semaine il y a eu un événement important qui a été l'occasion de grandes déclarations et d'un grand enthousiasme suivi d'un grand pessimisme, et donc faut expliquer un petit peu tout ça. Puisque donc le 1er octobre il y a eu une réunion des groupes de contact à Minsk, et que ils ont remis sur la table la signature de la formule Steinmeier. Puisque, comme je vous le rappelle, la dernière fois, ils avaient refusé de signer, l'Ukraine. Mais la Russie avait dit, mais pas de formule Steinmeier, pas de réunion du format Normandie, pas de bras, pas de chocolat. Voilà. Donc, ils n'ont pas eu trop le choix. Kiev, et donc Leonid Kouchma, le représentant ukrainien à Minsk, a signé le 1er octobre la lettre d'approbation de la formule Steinmeier. Et puis, comme je dis, on a eu droit à des déclarations absolument dithyrambiques dans un sens, et puis c'est reparti dans l'autre après. Donc, je vais revenir un petit peu sur cette signature et puis les implications réelles de tout ça, parce qu'il y a plein de gens qui se font des fantasmes sur ce que ça recouvre. Déjà, je vais expliquer ce qu'est la formule Steinmeier. Ceux qui n'ont pas suivi le truc. Ce que je rappelle, donc, 2014, Kiev, la RPD et la RPL signent les accords de Minsk 1, à l'automne 2014, sous garantie de l'OSCE, de la France, de l'Allemagne et de la Russie. Bon. Ils ont rien appliqué, ça a merdé. Donc, début 2015, au moment de la défaite de Debaltsevo pour l'armée ukrainienne, on s'est retrouvé à signer Minsk 2. Mais malgré tout ça, donc malgré les 2 signatures, ça avançait pas. Kiev continue de violer le cessez-le-feu, comme vous pouvez le voir, tous les jours. Continue lors des négociations de saboter tout le processus, d'essayer de mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire de demander le retour du contrôle de la frontière en premier, dire les élections auront lieu après, etc. Donc forcément, ça peut pas marcher. C'est clair. Quand tu signes un accord avec des ordres d'application des articles et que tu essayes de foutre en l'air l'ordre d'application, ça peut pas fonctionner. Voilà, c'est truc de base. Et puis en plus, comme nos auditeurs s'en souviennent peut-être, donc la fameuse loi spéciale sur le statut du Donbass qui fait partie des accords de Minsk et qui avait été votée par la Rada ne comprenait en réalité que le premier article de la loi prévue,
est valable qu'1 an, donc c'est pour ça qu'ils doivent la renouveler chaque année. Et en plus, ils n'ont même pas élaboré le truc en concertation avec les RPD et les RPL, comme pourtant prévu dans les accords de Minsk. Bon. Devant l'enlisement de la situation, celui qui était à l'époque le ministre allemand des Affaires étrangères, qui est maintenant, je crois, le président allemand, si je te dis pas de bêtises, Ouais. Frank-Walter Steinmeier, propose lors d'une réunion en format Normandie, donc Russie, France, Allemagne, Ukraine, il a proposé un texte pour clarifier l'ordre d'application des petits points litigieux, trouver un petit compromis, voilà. Cet accord s'est retrouvé approuvé verbalement par tous les membres du format Normandie, donc y compris l'Ukraine, à 2 reprises, en octobre 2015, puis en octobre 2016, toujours dans des réunions au format Normandie. Mais, c'était des accords verbaux. Ouais. Rien signé. Et donc, depuis lors, l'Ukraine tournait autour du pot, refusait de signer la formule et de l'appliquer aussi, d'ailleurs, par la même occasion. Bon, le petit problème, c'est que face au sabotage évident mené par Kiev, la Russie avait dit, bon, vous êtes gentils, mais pour faire la prochaine réunion au format Normandie, il faut qu'il y ait des trucs qui avancent. Donc, vous allez commencer déjà par nous signer cette formule Steinmeier. Comme l'a dit la Russie, pourquoi perdre du temps à rediscuter ce qui a déjà été approuvé par 2 fois? Oui. Poutine, il a autre chose à foutre, tu vois, que de perdre son temps à aller à des réunions pour dire oui, on est d'accord pour la 3e fois à un truc que Kiev applique toujours pas. Alors que le truc a été validé la première fois en octobre 2015. Je veux dire, ça fait quand même 4 ans. Il faudrait peut-être temps quand même, hein, de mettre en application. Donc, pour obliger un petit peu l'Ukraine, ils avaient mis comme prérequis, si vous voulez une nouvelle réunion format Normandie, il faut que ce qui a été approuvé précédemment soit signé et qu'il y ait un minimum de progrès réel. Comme je l'ai dit, pas de signature, pas de réunion. Le problème, c'est que Zelensky il a besoin de cette réunion sur le plan médiatique pour prouver qu'il cherche à faire la paix. Hein. Je rappelle quand même ce que veut la majorité de la population ukrainienne, sinon il n'aurait pas été élu comme il l'a été. Oui, ça c'est net. Et en refusant de signer la formule Steinmeier, Kiev disait ouvertement, la paix on en a rien à foutre. Hein. Et là, ça commençait un peu à chauffer pour Zelensky l'illusionniste, si nos auditeurs se rappellent de cette description que j'avais donnée de Zelensky, parce que là, son écran de fumée, il est en train de se dissiper, mais à vitesse grand V. Oui. Donc là, il fallait qu'il rattrape le coup. C'est pour ça qu'ils ont finalement signé la formule Steinmeier, le 1er octobre, non sans renacler, hein. Ils ont fait planer le suspense jusqu'au bout. Hein. Il commençait à y avoir des fuites, ils ont signé, ils étaient en mode non, on n'a rien signé. Bon, d'accord. Hein. Le problème, c'est que là, ils n'avaient pas trop le choix. Parce que là, s'ils refusaient de signer une 2e fois, là, ils disaient ouvertement, en gros, le processus de négociation, on n'en a rien à foutre. Et c'est de notre faute si ça avance pas. Et ça, Zelensky ne pouvait pas se le permettre. Ouais. Même si là, sa signature, ça l'oblige à jouer un peu les équilibristes, parce que ça entraînait quand même pas mal de remous en Ukraine. À commencer par la Timoshenko, qui a été bille en tête en mode c'est inacceptable. Elle a dit que la signature de cette formule Steinmeier représentait une menace à la sécurité nationale. Rien que ça, ouais. À l'intégrité territoriale et à la... Ne vous pissez pas de rire dessus. À la souveraineté de l'Ukraine. Oh, rien que ça, oui. Fallait oser. Ah oui, c'est clair, ouais. Je rappelle que depuis le Maïdan, les décisions politiques de Kiev se prennent à Washington. Ouais, c'est clair. C'était déjà aussi un peu le cas avant, mais là, c'est bien visible. Donc, je veux dire... non, l'Ukraine n'a plus aucune souveraineté. Je veux dire, vous pouvez rayer ce mot de votre vocabulaire, ça vous évitera de vous ridiculiser. Porky, lui aussi, hein, bien sûr, en a profité. Hein. Pour dire des conneries aussi. Hein, pour dire des conneries, comme d'habitude. Il a dit qu'en signant cette formule, Kiev renonçait à appliquer les accords de Minsk. Ah oui, lui, il a fait fort, lui. Lui, il a le non-sens complet. C'est... Non, la formule Steinmeier, le but c'est justement d'arriver à appliquer les accords de Minsk. C'est un compromis trouvé pour arriver à appliquer les accords de Minsk. Donc non, là c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Retourne picoler en mangeant tes chocolats magiques. Oui. Il a dû abuser un peu des chocolats magiques parce qu'il a dit que cette formule avait été concoctée par le Kremlin. Oui, bien sûr, oui. Je suis sûr que Steinmeier va être content de savoir qu'il bosse pour le Kremlin. Je pense que il va bien apprécier le concept.
L'ancien représentant de l'Ukraine à Minsk, le fameux Roman Biesmerny, dont on avait déjà parlé, qui s'était fait virer après ses conneries, il a déclaré que la signature de cette formule Steinmeier n'apporterait pas la paix, mais la guerre à son pays, car les conditions de cette formule ne sont pas dans l'intérêt de l'Ukraine. Oui, le principe d'un compromis, ça répond pas aux intérêts d'une partie. C'est le principe. Par principe, oui. Ça contente pas tout le monde, hein, ça c'est sûr. Voilà. Et pour lui, organiser les élections dans le Donbass selon cette formule revient à légitimer les autorités actuelles de la RPD et de la RPL et donc à créer une nouvelle Transnistrie. Et donc il a exhorté Zelensky à désavouer cette signature lors de sa rencontre au format Normandie. Alors là, si Zelensky suit ce conseil, je pense qu'il va sortir de la réunion avec Poutine dans le même état que Sarko il y a quelques années en arrière. Oui, c'est vrai. Oui. On a pensé qu'il était aligné, là, s'il fait un coup comme ça à Tonton Vova, non, là ça va pas passer là. Non, là, je vous le dis tout de suite. À force de tirer sur déranger Poutine pour venir à une réunion pour lui sortir, écoute, ma signature, je chie dessus. Je pense que ça va pas le faire. Surtout une signature, hein. Comme tu disais tout à l'heure, comme tu vas peut-être le dire, je sais pas, en tout cas, les écrits restent, les paroles s'envolent. Donc, les paroles s'envolent, les écrits restent, hein, donc là quand même une signature, c'est quand même un acte officiel, bordel. Oui. Bien sûr, les plus radicaux comme Paroubi qualifient cette signature de démembrement de l'Ukraine, et l'ex-conseiller de Porky, Constantin Eliseyev, l'a qualifié de reddition, un thème repris par notre cher ami journaliste ressuscité, Babchenko, qui, toujours dans sa lancée de ses neurones complètement cramés par sa résurrection, a déclaré que la capitulation de l'Ukraine n'avait pas eu lieu le 1er octobre, mais le 21 avril 2019, c'est-à-dire quand Zelensky a été élu au second tour. C'est effarant de voir tous ces gens qui devraient se cacher dans un trou de souris de honte. Non, mais ils connaissent pas la honte. Ils connaissent pas la honte, et heureusement pour eux que le ridicule ne tue pas. Ah bah oui, parce qu'ils seraient déjà morts depuis longtemps. Ça c'est clair. Résultat, les groupes radicaux ukrainiens ont lancé des manifestations assez pathétiques, ils étaient à peine quelques centaines par manif, un petit peu partout, à Kiev, Lvov, Kharkov, Mariupol et Zaporozhye, contre cette signature. Le corpus national de Bieletsky a même déclaré une action illimitée contre ce qu'il considère comme une reddition de l'Ukraine. Les ultranationalistes ont aussi demandé la démission du ministre ukrainien des Affaires étrangères et de Leonid Kouchma, le représentant à Minsk, et aussi exigé qu'une enquête criminelle soit ouverte sur eux si le document a été signé selon les termes de la Russie. Alors côté russe, ça a été l'occasion de déclarations parfois euphoriques, certains allant jusqu'à dire que c'était enfin le premier pas concret vers la paix dans le Donbass. Je pense qu'ils s'illusionnent un petit peu quand même, mais bon. Oui. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, disant espérer que cela créera une atmosphère positive pour la poursuite de la mise en œuvre des accords de Minsk. Je sais bien que sa spécialité, c'est la diplomatie, mais... Elle espère, ça veut dire que elle y croit pas trop, sinon elle dirait c'est certain que... Voilà. Elle a été rejointe par le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas. Natalia Nikonorova, la ministre des Affaires étrangères de la RPD, a quant à elle déclaré qu'il s'agissait d'une victoire diplomatique pour les deux républiques populaires, que ça ouvrait des perspectives pour le règlement politique du conflit. Elle a aussi rappelé à Kiev qu'il fallait qu'il lance la réforme constitutionnelle nécessaire pour la mise en œuvre du fameux statut spécial pour le Donbass. Son homologue de la RPL, Vladislav Denego, était beaucoup plus prudent. Un optimisme très prudent, on va dire ça comme ça, soulignant qu'il restait encore beaucoup de travail à Kiev pour appliquer tout ça, comme entre autres faire annuler les lois qui contreviennent aux accords de Minsk, comme la fameuse loi sur la langue russe ou la loi d'enseignement, entre autres, là, parce qu'à partir de septembre 2020, ils veulent imposer donc les écoles qui enseignaient en russe encore en Ukraine, d'enseigner en ukrainien. C'était une loi qui a été votée juste avant les élections de Zelensky par l'équipe de Poroshenko. Et elle n'a toujours pas été abrogée, celle-là, alors qu'il était... Elle n'a toujours pas été abrogée, et elle contrevient, parce que l'autonomie du Donbass, ça veut dire aussi notre droit de choisir notre langue. Donc voilà. C'est ça. Il faut aussi qu'ils votent la loi d'amnistie, la fameuse que Zelensky a dit qu'il n'y aura jamais, celle pour l'organisation des élections, donc je vous dis, c'est pas gagné. C'est pour ça que je dis, sur le papier, c'est très joli tout ça, mais en vrai... En vrai, très vite après l'enthousiasme des premiers moments, tout le monde est redescendu sur Terre en Russie comme en RPD, RPL. Surtout après la petite déclaration de Zelensky, parce que bien entendu, il s'est fait tirer à boulet rouge dessus par
les radicaux, puis pas seulement les radicaux, hein, même le parti Golos, donc qui veut dire voix, qui est considéré comme un parti pro-occidental mais modéré. Or, ils ont tiré à boulet rouge sur Zelensky. Donc il s'est senti obligé d'aller se justifier devant la Rada. C'est pas bon ça. Ouais. Et alors là, il nous a sorti que fallait mettre au point une nouvelle loi sur le statut spécial du Donbass. Ouais. Et déjà, c'est ok. Mais, il y a aucun moment il dit qu'il va en discuter avec les RPD et les RPL. Et pourtant, c'est ce qui est prévu dans les accords de Minsk. Au lieu de ça, il dit on va discuter avec la population ukrainienne. Mais non, c'est pas avec les citoyens ukrainiens que tu dois en discuter. C'est avec les RPD et les RPL. Si vous validez pas ça avec les deux républiques, elles le reconnaîtront pas comme étant valide. Donc la loi sera annulée et non avenue, ça sera vite réglé. Voilà. Et de nouveau, il pose le contrôle de la frontière avec la Russie comme prérequis pour l'organisation des élections, alors que je rappelle, ceci est le tout dernier point, par exemple la formule Steinmeier, que des accords de Minsk. Il a sorti qu'aucune ligne rouge ne sera franchie, on ne sait pas ce qu'il entend par là. Puis alors là où ça a vraiment commencé à sonner la sonnette d'alarme, c'est quand un des députés du parti de Zelensky, donc c'est même pas un radical, Bogdan Yaremenko, qui a déclaré que l'Ukraine n'avait rien signé. Ah ouais, non, c'est... Ouais, non, il a fait très très fort. Et il a aussi souligné que Kiev n'avait pas l'intention d'abandonner ses principes, notamment son intégrité et sa souveraineté, ainsi que le droit de Kiev, accrochez-vous, d'interpréter les accords de Minsk à sa manière. Vous la sentez venir, là, la catastrophe, ou pas? Parce que déjà le rétropédalage de Zelensky, et puis là l'autre député qui dit on n'a rien signé, et puis les accords de Minsk, on se réserve le droit de les interpréter à notre sauce. Ah oui, non, mais c'est pas prêt d'être terminé cette affaire-là. Non, c'est ça. Vous commencez à bien voir que cette signature, c'est juste une entourloupe de monsieur l'illusionniste. Voilà. Et tout le monde a commencé à comprendre après ça. Chesnakov qui était tout émoustillé parce qu'il y a la signature, après il est redescendu sur Terre. Et des fois, ils sont vraiment naïfs quand même, même parmi les analystes politiques. Ouais. Donc résultat... Pour remettre un peu les points sur les i, Pouchiline et Pasechnik, donc les chefs respectifs de l'RPD et de la RPL, se sont fendus d'un communiqué commun pour faire 2-3 petits rappels. Le premier, c'est que les élections n'auront pas lieu après le retour du contrôle de la frontière entre les mains de Kiev, mais avant. Un petit peu les choses dans l'ordre. 2, ils ont rappelé que le nouveau statut du Donbass devait être élaboré en concertation directe avec les représentants des deux républiques. Que plusieurs points problématiques de la loi votée à l'époque Poroshenko devaient être abrogés, que d'autres devaient absolument être gardés, et que tout changement devrait se faire en concertation avec les RPD et les RPL, faute de quoi ça serait une violation des accords de Minsk, et donc la loi serait nulle, non avenue, inutile, bonne achetée à la poubelle, et que donc, en gros, c'était pas la peine. Et puis, le must quand même, c'est que le début de cette déclaration conjointe de ces deux dirigeants montre le gouffre. C'est pire que le Grand Canyon. C'est la taille du plus grand canyon de la planète Mars, entre la conception qu'a Kiev de la formule Steinmeier et des accords de Minsk et celle de la RPD et des RPL. Puisque les deux chefs d'État ont déclaré qu'en signant la formule Steinmeier, Kiev a reconnu le droit du peuple du Donbass à l'autodétermination. Je suis pas sûr que Kiev voit ça comme ça. Voilà. La déclaration indiquait aussi que les deux républiques sont les seules à pouvoir choisir quelle langue elles veulent parler, comment orienter leur économie, comment élaborer leur système judiciaire, la façon dont la milice populaire doit protéger les citoyens des deux républiques et comment mener son intégration avec la Russie. Et que le but des deux républiques lors des négociations à Minsk n'est pas de réintégrer l'Ukraine, mais de, je cite, parvenir à terme à l'autonomie et à l'autodétermination totale. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui me disent oui, mais non, mais une fois les accords de Minsk appliqués, vous allez retourner sur le giron ukrainien. Voilà. C'est pour tous les gens qui comprennent pas ce que je raconte. Voilà. C'est-à-dire, quand vous disiez ça, vous comprenez que non, quand on vous parle d'autonomie et d'autodétermination complète, on ne vous parle pas de retourner sous le giron ukrainien. Ah non. Alors, face à la reculade de Zelensky et à son interprétation très spéciale de la formule Steinmeier, le sénateur russe Alexei Pouchkov a souligné que ni la Russie, ni les RPD, ni les RPL ne reconnaîtraient ni n'accepteraient une loi sur le statut spécial du Donbass qui ne soit pas validée par le groupe de contact à Minsk. Il a aussi souligné, comme l'analyste Alexei Chesnakov, qu'à l'instar de son prédécesseur, Zelensky avait une petite tendance à désavouer ce qu'il venait tout juste de signer, ce qui n'est pas bon signe.
Hein. Non, c'est clair. Quand tu commences à voir ce genre de méthode, c'est que ça pue. En tout cas, cette attitude laisse clairement penser que cette signature n'est qu'un coup de com', un nouvel écran de fumée de la part de Zelensky illusionniste, c'est ce qu'a dit peu ou prou Andrei Soulzatsev, vice-doyen de la faculté d'économie et de politique mondiale de la Haute École d'économie de Moscou. Il a rappelé que Kiev veut toujours se tourner vers l'UE et l'OTAN, considère toujours la Russie comme le pays agresseur, appelle toujours à renforcer les sanctions contre Moscou, insiste pour que les RPD et les RPL n'existent plus et utilise toujours la Crimée comme moyen de pression sur la Russie. Pour lui, la signature de la formule Steinmeier, c'est juste un petit changement de tactique de la part de Kiev, c'est ce que je vous avais dit. Il a dit, je cite, Zelensky, a laissé entendre que cela ne sera possible que lorsque les gardes-frontières ukrainiens se tiendront à la frontière ukraino-russe dans le Donbass, et n'a pas dit un mot sur les changements apportés à la Constitution, qui font pourtant partie de la formule Steinmeier. C'est-à-dire, bien sûr, que rien ne sera fait. L'essentiel pour eux est de mettre la Russie sous la menace de l'Occident et de faire pression sur la Russie au niveau mondial. Voilà le truc. Il nous entraîne dans un dialogue sciemment voué à l'échec. Voilà. Pour lui, en signant la formule Steinmeier, Zelensky montre pas de blanche au public ukrainien, à son électorat, montrer qu'il veut résoudre le conflit, mais dans un format qui doit conduire la Russie à capituler. Il a dit, je cite, « Nous devons comprendre que c'est un piège et rien de plus. Il ne sert à rien d'engager un dialogue avec Kiev, Poroshenko ou Zelensky. Il s'agit d'un coup de com' à usage interne, un coup de com' pour l'Occident, pour montrer qu'il est un président sain d'esprit. Mais la chose la plus importante qu'ils veulent, c'est la reddition de la Russie. » Pour lui, ça vaut même pas la peine de parler de la mise en œuvre de la formule Steinmeier. Il a dit, « Oh, fallait, c'est absolument impossible. Nous avons déjà signé les accords de Minsk 2 fois. » Et ça, c'est ce que j'ai déjà dit un petit paquet de fois. C'est le fait que je rappelle quand même que Kiev a une fâcheuse tendance à ne pas appliquer ce qu'elle signe. Et il n'y a pas que Soulzatsev et moi qui le disons. Il y a quand même plusieurs personnalités politiques et journalistes en RPD qui ont dit la même. Comme le porte-parole du Conseil populaire de la RPD, Vladimir Bidiovka, qui a dit que la signature de Kiev en bas du document, ça garantissait pas qu'ils allaient l'appliquer. Une opinion dictée par l'expérience, parce qu'en 5 années de guerre, la RPD a pu voir à de nombreuses reprises ce que vaut la signature de Kiev en bas d'un document. Pas grand-chose. Comme l'a souligné un autre député du Conseil populaire, Valéry Skorohodov. Le journaliste Oleg Antipov a lui aussi souligné qu'il n'y avait aucune confiance Lui, il avait aucune confiance dans les autorités de Kiev, je te rassure, moi non plus. Il a rappelé que malgré la signature des accords de Minsk, puis de Minsk 2, les bombardements continuent, les réunions à Minsk ne produisent rien de concret la plupart du temps, et le processus de négociation fait le plus souvent du surplace. Et puis en plus, comme il l'a rappelé, les habitants d'ici sont pas très d'accord pour retourner sous le giron ukrainien, ce qui peut se comprendre. 5 ans à se prendre des obus et des bombes sur la gueule. T'as pas trop envie de retourner dans le pays en question. Voilà. Personnellement, je pense clairement que cette signature, c'est juste un coup de com' de la part de Zelensky pour obtenir sa réunion au format Normandie, parce qu'il en a besoin médiatiquement pour contenter son électorat, pour cacher la merde intérieure, parce qu'on en reparlait de l'état de l'Ukraine. Contrairement à Soulzatsev, je pense que la Russie sait très bien à quel jeu joue Zelensky, mais que Moscou a ses propres raisons de pousser à cette signature, parce qu'une fois le coup de com' dissipé, quand il va falloir réellement appliquer ce qui a été signé, les petites méthodes illusionnistes de Zelensky ne suffiront pas à cacher le fait que Kiev a saboté le processus de négociation et donc de résolution pacifique du conflit. Quand l'Ukraine s'avérera incapable d'appliquer la formule Steinmeier, là, Zelensky va pas pouvoir se cacher derrière une histoire d'incompréhension technique ou prétendre qu'il n'a pas approuvé ce document, puisque la signature du représentant à Minsk est clairement visible. Voilà. D'ailleurs, c'est un truc qui a fait tilter un peu tout le monde, c'est qu'en fait, le représentant ukrainien, il a signé sur une autre page que les autres. Il n'a pas voulu foutre sa signature à côté des représentants de la DNR, de la LNR, etc. Il a foutu ça sur la page suivante, quoi. D'accord. Ouais. Non, ça fait un petit peu tiquer, là. Et quoi qu'il en soit, il a signé. Comme je dis, les paroles s'envolent, les écrits restent. Ne pas appliquer un document approuvé à l'oral, c'est facile. Tu prétends que tu n'as rien approuvé. Il n'y a aucune trace concrète. Signature, c'est une autre histoire. Même si en réalité, cette signature, comme je le dis, ne signifie pas que Kiev va appliquer ce qu'elle a signé. Je rappelle, l'Ukraine a signé Minsk 1, elle ne l'a pas appliqué. Elle a signé Minsk 2, elle ne l'a pas appliqué.
En 5 ans, ils n'ont pas appliqué un seul des seuls points de ces accords qu'ils ont signés. Puis je rappelle qu'un peu plus récemment, Kiev a signé aussi les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu, et qu'on n'a pas vu une baisse du nombre de violations du cessez-le-feu, et qu'on n'a pas vu les procédures disciplinaires être lancées contre les soldats ukrainiens qui violent la trêve. Ouais. Voilà. Non. Cette signature, elle est là pour servir un jour de preuve que Kiev n'a pas de parole, hein, quand l'Ukraine aura bien saboté tout le processus de résolution du conflit, hein, et pour preuve d'ailleurs que la Russie ne prend pas les vessies pour des lanternes, la réunion au format Normandie n'aura lieu que lorsque le retrait des troupes et des équipements dans les 3 zones pilotes, et donc entre autres à Zolotoye et à Petrovskoye, sera pleinement mis en œuvre. Et là, toutes les mines qu'ils ont rajoutées, c'est pas pour demain. C'est clair. Voilà, la position de la Russie se résume ainsi, vous avez signé, eh bien appliquez maintenant. Oui, mais là... c'est mal barré. En tout cas, comme l'a dit Xavier Moreau, que Kiev applique ou non les accords de Minsk, la Russie est gagnante. Hein, comme il dit, pour Poutine, c'est popcorn time. Or, l'Ukraine ne peut pas appliquer ce qu'elle a signé, parce que si elle se fédéralise, c'est fini pour ces histoires d'intégration avec l'OTAN, avec l'UE. Et il y a de bonnes chances que ça signerait aussi l'acte de mort de l'Ukraine en tant qu'entité, parce qu'il n'y a pas que le Donbass qui a envie de l'autonomie. Et ça, c'est pas vraiment à l'agenda de ceux qui dirigent réellement l'Ukraine. Ouais. Et puis, comme on le voit dans les discours, entre autres de l'RPD, de l'RPL et de l'Ukraine, la vision de ce que signifie l'application des accords de Minsk est diamétralement opposée. Je vois pas très bien comment on va trouver un compromis qui satisfasse toutes les parties, surtout quand on tient compte de l'hostilité de la majorité de la population du Donbass de réintégrer l'Ukraine. Et aussi des propos inacceptables, entre autres d'un journaliste de Lvov, hein, qui disait qu'en gros, le jour où ils reprennent le contrôle du Donbass, il faudra mettre des camps de filtration et éliminer tous ceux qui disent pas gloire à l'Ukraine, gloire aux héros. Ah, bah, ça promet, hein. Ça donne bien envie, tu vois, de retourner dans ton pays natal. Ouais. Non, là, t'en as un autre, là aussi, là, que j'ai vu, un autre taré, là, qui a déclaré qu'en gros, tous ceux qui ont reçu des passeports russes en Crimée et des passeports de DNR et LNR ici, en gros, le jour où ils reprennent le Donbass, faut les virer de là, tu vois. C'est épuration ethnique, tu vois. En mode, on récupère le territoire, mais la population n'en a rien à foutre. Les enfants, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer les principes de la démocratie et au nom de quoi des mecs qui sont à Lvov auraient des droits sur le territoire où les gens d'ici sont nés, ont grandi, où leurs parents, leurs grands-parents sont nés, ont grandi. Faudra vous m'expliquer. Je pense que c'est intéressant. Parce que sinon, on peut faire la même dans l'autre sens. Hein. On peut décréter qu'on va libérer Lvov, et puis on va envoyer les chars jusque là-bas. Et je pense que ça va être intéressant. Puis on va dire tous ceux qui disent pas Bandera est un connard, on les fout dehors. Enfin, vous imaginez un peu le truc dans le sens contraire, quand même, c'est un peu flippant. Et les mecs qui te sortent ça, ils finissent pas en taule pour incitation à la haine interraciale. Ni dénoncé par les autorités européennes. Non. En tout cas, ceux qui se frottent déjà les mains en croyant que le Donbass va retourner sous le giron ukrainien rapidement peuvent redescendre de leur petit nuage. La réalité, c'est que l'Ukraine a signé pour marquer à court terme des points sur le plan médiatique qu'elle va perdre à long terme au bénéfice de la Russie, de la RPD et de l'RPL quand viendra le moment de justifier l'échec du processus de Minsk. En gros, l'Ukraine s'est elle-même foutue dans un cul-de-sac diplomatique dont elle ne pourra pas sortir, ou elle s'est elle-même passé la corde au cou, comme vous préférez. Si on veut faire un petit parallèle avec les échecs, la Russie a laissé l'Ukraine prendre un de ses pions pour pouvoir ensuite la mettre échec et mat. Moi, ce que je vois se dessiner comme scénario le plus probable, c'est que l'Ukraine poursuive son agonie lente et douloureuse, menant à l'effondrement et à l'éclatement du pays, comme la défunte Yougoslavie, les accords de Minsk 1 et 2, la formule Steinmeier, restant dans l'histoire comme les preuves signées et tangibles du déshonneur et de l'hypocrisie des autorités ukrainiennes. Et puis pour revenir sur les trucs un petit peu plus positifs, donc là le 1er octobre et donc jusqu'au 14 a lieu en RPD, en RPL un grand recensement de la population, hein, c'est le premier depuis la création des 2 jeunes États. Le but n'est pas seulement de savoir combien d'habitants comptent les 2 républiques, mais aussi d'avoir une vue complète des découpages socio-économiques, de la composition ethnique et linguistique, et du niveau d'éducation de la population, ainsi que sa distribution sur le territoire de la RPD et de la RPL. Pendant 2 semaines, des milliers de recenseurs, ils sont déjà plus de 9000 rien que pour les RPD, donc tu imagines qu'il va y en avoir à peu près moitié autant pour la RPL, donc ça fait du monde, qui vont de maison en maison, d'appartement en appartement pour faire remplir un questionnaire complet.
comprenant donc les informations de base, hein, donc sexe, âge, statut marital, mais aussi des informations sur la nationalité, l'ethnie, l'éducation, les langues parlées aussi. Donc, moi j'ai déjà rempli hein, le formulaire. C'est un petit jeune qui est venu, qui remplit ça, qui passe d'appartement en appartement. Et donc, ouais, j'ai dû dire voilà quelle langue je parle, laquelle est ma langue maternelle, etc., etc. Tu dois dire si tu as un travail, des enfants, enfin, tout ça. Hein, donc les recenseurs ont des badges sécurisés hein, pour être clairement identifiables et éviter toute fraude. Bon, malgré ça, il y a des gens qui ont un peu peur de leur ouvrir, ils me disaient. Ah bon ? Ouais. Le recensement s'applique donc non seulement aux personnes ayant la citoyenneté de l'RPD et de l'RPL, mais aussi aux étrangers qui résident sur le territoire des deux républiques. Seuls ceux qui sont membres des organisations internationales comme l'OSCE, l'ONU ou la Croix-Rouge ne seront pas inclus dans le recensement. Et pour celles et ceux qui ne seraient pas chez eux au moment du passage des recenseurs, il y a 538 points de recensement ouverts en RPD, 468 en RPL, et les gens peuvent s'y rendre pour y remplir le formulaire de recensement. Normalement, les résultats devraient être publiés au plus tard durant le deuxième trimestre 2020. Bon, c'est plus que nécessaire parce que le dernier organisé dans le Donbass, donc à l'époque de l'Ukraine, date de 2001. Ah oui. Donc en 18 ans, dont 5 de guerre, je vous laisse imaginer les changements au niveau de la population. Voilà. Donc ça va permettre une meilleure élaboration du budget, mais aussi analyser le développement socio-économique de l'RPD et de l'RPL et adapter la politique sociale, culturelle et éducationnelle des deux pays aux besoins réels de la population. Parce que tu as des données qui datent d'il y a 18 ans avant la guerre. On avait des zones, entre autres proches de l'aéroport, qui avant la guerre étaient très densément peuplées, ouais. Parce que c'était une zone économique, les gens travaillaient à l'aéroport. Et maintenant, il reste 4 habitants et 10 biquettes, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, on n'est plus du tout dans la même configuration qu'en 2001, donc il faut réadapter complètement, voilà, voir où est-ce qu'il y a plus d'enfants et qu'il faut peut-être rajouter des écoles supplémentaires, où est-ce qu'il y en a peut-être moins que ce qu'on croyait et qu'il faut peut-être regrouper 2-3 écoles pour être un petit peu plus efficace, etc., etc. C'est voilà le but du recensement. Et puis, puisqu'on parle de la RPD, on va parler un petit peu de côté économie. Alors, ça va rejoindre une autre news qui concerne l'Ukraine, dont je vais parler après. Puisque le gouvernement de la RPD a finalisé un mécanisme de remboursement de la dette ukrainienne aux employés de la compagnie Eau du Donbass. D'accord. J'avais dit qu'il y avait des problèmes de dette de cette société. J'en avais parlé en mars-avril, quand la société avait tiré la sonnette d'alarme. Il y avait eu des coupures, je crois, d'électricité. Il y avait eu des coupures d'électricité, des stations de pompage situées côté ukrainien, mais ils avaient aussi une dette de salaire, en fait. Ils ont pas payé, depuis 2018, ils n'ont pas payé les salaires des employés. D'accord. Et donc, la RPD a dû déjà obtenir des données financières sur l'état de la société, parce que l'Ukraine a eu un mal fou à fournir. Et donc là, l'RPD a mis au point les modalités techniques pour envoyer les fonds, parce qu'il faut que les fonds soient transmis sur le compte de la compagnie, pour que ce soit parfaitement légal, etc. Donc là, il faut encore qu'on adopte la législation appropriée. Comme je disais, ça fait un petit moment que la question est soulevée à Minsk, mais ça avançait pas trop. Et puis là, cet été, l'Ukraine avait enfin fourni les données financières de la compagnie. Et donc en août, l'RPD avait dit, écoutez, on est prêt à mettre 300 millions de roubles sur la table pour rembourser au moins la dette des salaires. D'accord. Comme nos auditeurs le savent, ceux qui nous suivent régulièrement, les problèmes financiers de la compagnie ou du Donbass, c'est pas neuf. Et ça va qu'en s'aggravant, puisque comme tu le disais, les dettes de l'entreprise ne concernent pas que les salaires de ses employés, les factures d'électricité aussi sont en souffrance. En mars 2019, Eau du Donbass avait tiré la sonnette d'alarme parce qu'elle n'arrivait pas à conclure de nouveaux contrats d'électricité avec les fournisseurs. Donc en Ukraine, ils ont passé une législation de privatisation, comme il y a eu en France, tu vois, des fournisseurs d'électricité. Mais avec une dette d'1 milliard de hryvnia d'électricité, vous doutez bien que Eau du Donbass avait 2-3 petites difficultés pour trouver un nouveau fournisseur. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et puis que les existants, ils refusaient de continuer à alimenter les stations de pompage tant que la dette n'était pas payée, quoi. Bon, le petit problème, c'est que la société, c'est le principal fournisseur d'eau dans la région, que son infrastructure alimente en eau près de 300 localités de part et d'autre de la ligne de contact.
Et que face à ce risque de désastre humanitaire et environnemental, parce que non seulement ils fournissent l'eau potable, mais ils retraitent aussi les eaux usées, Kiev avait proposé qu'une petite rustine en demandant aux sociétés d'électricité de prolonger le contrat existant jusqu'à ce qu'au du Donbass trouve un nouveau fournisseur. Et de nouveau, avec la dette qu'ils ont, je vois pas comment ils vont pouvoir faire. Et résultat, comme on en avait déjà parlé, le résultat s'était pas fait attendre, puisque dès le mois de mai 2019, plusieurs stations de pompage situées côté ukrainien avaient été privées d'électricité et puis 16 localités privées d'eau. D'accord. Le petit problème, c'est que si d'autres stations de pompage se retrouvent déconnectées côté ukrainien, l'RPD se retrouvera aussi sans eau courante, parce que c'est un réseau complexe qui court des deux côtés. Donc, c'est malheureusement interconnecté. C'est normal, puisque le front, en fait, il n'a pas choisi de s'établir en tenant compte de l'infrastructure d'alimentation d'eau. Hein, donc, c'est ça. Forcément. Donc là, la décision des RPD d'allouer 300 millions de roubles pour payer les salaires en souffrance vise à essayer de garder déjà les employés, parce que c'est des gens qui ont quand même des compétences et une expérience qui serait très difficile de remplacer, et aussi d'alléger un petit peu la charge financière d'eau du Donbass pour essayer de faciliter la résolution du problème de la dette d'électricité. Hein, voilà, c'est autant que, voilà, si on t'allège un peu au niveau de ta dette des salaires, essaie de payer un peu tes factures, tu vois, voilà. Le petit problème, c'est que je pense que ça va pas résoudre grand-chose, parce que le bateau Ukraine prend la flotte par tous les côtés, et je vais y revenir. Hein, parce qu'il n'y a pas que les dettes d'électricité, les sociétés de gestion d'eau, les dettes de gaz aussi sont phénoménales, et qu'à partir du 1er janvier 2020, en plus, ils risquent de se retrouver sans le transit du gaz russe, et donc avec 3 milliards de dollars par an en moins sur le budget, et que la RPD, elle toute seule, ne peut pas résoudre le problème général des dettes des services communaux et du déficit budgétaire en Ukraine. Voilà, c'est une rustine, mais bon, au moins on essaye que au moins les salariés payent pas le prix fort pour les conneries, parce que tout ça, ça a été aggravé par toutes les décisions politiques et idéologiques de Kiev.